Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 4 janvier 2005 et nous commencerons par un hommage à notre ami Amleto Lorenzini, photographe d'art et humaniste qui nous a quittés à la fin de l'année 2004. Donc sur le banc de titre, je vais vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes sur le campus de Jussieu, Université de Paris 7, et nous allons commencer le symposium Art et Art numéro 18. Je souhaite mes meilleurs vœux aux internautes et aux personnes ici présentes. Le sujet d'aujourd'hui est économie de l'art, analyse comparative internationale. Nous remercions le professeur Marie-Claude Vétréno-Soulard, Jacques Châtelot, responsable de la Visio P7, Université de Paris 7, Gilles Bersol, directeur d'ART, Université de Paris 7, grâce auquel nous pouvons chaque mois présenter le symposium Art et Art. Nous traiterons de deux aspects du sujet de l'économie de l'art, l'économie de l'art parallèle ou l'art volé, et l'économie de l'art avec la question art ou argent. Nous allons commencer avec Bernard Bois, qui est trésorier de l'association Art et Art, et Elise Cormery sur le sujet de l'économie de l'art parallèle. Donc je donne la parole à Bernard Bois. Pour commencer cette séance, le sujet est très large, étant donné que de nombreux livres ont traité du sujet du vol, notamment le dossier constitué par le musée d'Orsay avec Françoise Cachin sur les biens en dépôt, appelés MNR. Je vais donc présenter sur le banc de titre le document dont parle Bernard Bois. D'accord. Donc, ce recueil a été constitué pour faire un témoignage de la localisation des œuvres volées pendant la guerre par les Allemands, aussi bien dans les collections juives, aussi bien dans les galeries. Certains ouvrages, bien sûr, ont traité de ce sujet, comme l'ouvrage de Rose Valland, Le front de l'art. Rose Valland était la responsable du musée d'Orangerie pendant la guerre. Donc je présente aussi le livre Le front de l'art par Rose Valland, qui est édité chez... Donc c'est la défense des collections françaises 1939-1945, c'est ça? Voilà, donc Rose Valland était responsable des collections et a pris de très nombreuses notes sur les biens stockés à l'Orangerie, étant donné que le lieu de l'Orangerie était l'endroit où étaient remisés tous les tableaux et toutes les pièces d'art volées par les Allemands. Elle a pris de très nombreuses notes de ce qu'elle a vu passer. Certaines pièces, bien sûr, beaucoup sont parties en Allemagne, mais grâce à ces notes, ça a permis, après la guerre, de pouvoir faire revenir certaines pièces par les Américains, entre autres, et ce travail a permis, disons, de localiser beaucoup d'œuvres stockées dans les mines de sel en Bavière par les Allemands. Et
Donc ici, j'ai donc quelques notes Alors, sur... je me permets de rappeler aux internautes qu'ils peuvent, comme sur une vidéo, faire une pause s'ils veulent mieux lire les documents qui sont présentés ici, même si parfois ils ont l'impression que c'est un peu rapide. Donc, je vous en prie. Donc, toujours sur le banc titre, on présente le catalogue des MNR, c'est-à-dire musées nationaux. Alors, en fait, il y a Bernard, le... MNR. C'est l'appellation des biens en dépôt. Musées nationaux, récupération. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, ce dossier, l'énorme dossier réalisé par le musée d'Orsay a permis à de nombreux historiens de travailler sur la restitution de certaines œuvres. Il fallait bien sûr que les familles ou les descendants, les ayants droit puissent quand même apporter certaines preuves matérielles pour récupérer soit des statues, soit des tableaux. Et bien sûr, certains tableaux ne sont pas encore restitués de nos jours, étant donné le manque de preuves. Donc, si je ne me trompe pas, Bernard, on peut accéder à ces informations, enfin une partie des informations, sur le site www.culture gouvernement.fr documentation/MNR. Et là, on peut consulter l'ensemble du dossier. D'accord. Est-ce que tout le dossier que nous avons ici, l'édition papier, qui est quand même constitué de plusieurs centaines de pages, est-ce que tout est sur le site ou non? Non. Non, d'accord. Non. Donc là, on a vraiment le dossier complet. Donc, d'accord. Et alors, il avait été fait, il y a un petit ouvrage que j'avais présenté au début, que j'ai donné. Oui, tout à fait, à documentation française. Non, le plus petit, que j'ai, voilà, celui-ci. Voilà, d'accord. Voilà, donc ce petit cahier sur le banc titre. a été publié en 1946. La France a exposé les premières œuvres rapatriées à l'Orangerie. Et à l'époque, bien sûr, il n'y a pas de documents photos, il y a essentiellement du texte, mais entre autres, le numéro 90 correspond à un tableau de Vincent van Gogh. Donc je montre la fiche du numéro 90 qui se trouve à la page 36 du document. Donc le pont de Langlois. À Arles, d'accord. Donc c'est un Van Gogh qui avait été choisi par Goering pour sa collection personnelle. D'accord. Alors là, nous sommes dans le domaine des objets en dépôt dans les musées, mis en dépôt dans les musées français. Étant donné pendant la guerre, l'État français avait mis en sécurité beaucoup d'œuvres de nos musées au château de Valençay et au château de Chambord, entre autres. Il y a eu plusieurs châteaux dans le sud, en Corrèze, où certains tableaux étaient cachés de façon à éviter le vol par les troupes occupantes. Alors, donc, on a deux sujets. Nous avons le sujet de la spoliation pendant la guerre, et il y a aussi le sujet du vol dans le monde contemporain, dans les grands musées. Récemment, il y a eu le vol de Munch, le cri. Il y a eu les deux tableaux de Vincent van Gogh volés il y a 2 ans maintenant à Amsterdam. Et il y a bien sûr aussi le problème des vols qui ont eu lieu pendant la guerre et les tableaux volés par les Allemands en France, emmenés en Allemagne, et ensuite volés par les Russes lors de l'occupation russe dans l'Allemagne de l'Est. Alors récemment, il a été retrouvé une toile volée par les nazis au musée des Beaux-Arts par un Vuillard volé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a été retrouvé au musée des Beaux-Arts du Canada. Le tableau intitulé « Le salon de Madame Aron » avait été acheté à une galerie parisienne en 1956 pour 27 500 $,
Cette découverte a été réalisée dans le cadre d'une opération menée par les galeries et musées du monde entier pour répertorier dans leur collection les œuvres pillées par les nazis. À tout moment, bien sûr, nous retrouvons des œuvres dans le monde entier, parce que, en fait, certains tableaux ont quitté l'Allemagne, retrouvés en Amérique du Sud, partis aux États-Unis, et aussi les descendants des collections, des possesseurs des collections des galeries juives à Paris, réclament parfois certains tableaux revendus à leur insu et qui se trouvent actuellement dans les collections. Alors là, je voudrais citer le cas de ce tableau de Vincent Van Gogh. Qui est le même que vous évoquiez tout à l'heure? Non, non. Non. Donc je montre sur le banc Ça, de titre. c'est l'asile. C'est ce tableau qui appartient à Liz Taylor. Elle l'a acheté chez Sotheby's en 1963 à Londres. Elle l'a remis en vente quelques années plus tard et du fait des actions en justice des ayants droit de la famille de Josepha Adler, qui a intenté une action contre Liz Taylor pour restitution du tableau. Alors actuellement, il y a une plainte contre Liz Taylor. Donc je montre sur le banc de titre une plainte dont il est fait état et qui était visible sur le site du Monde. Alors, donc, Elizabeth Taylor aurait ce tableau depuis 1963. D'après donc un document de l'agence France Presse Los Angeles, les héritiers sud-africains et canadiens d'une victime juive du régime nazi ont déposé plainte contre Elizabeth Taylor qui les accuse de posséder un Van Gogh le Revenant. Les descendants de Margaret Montner ayant fui l'Allemagne à la fin des années 30 affirment que l'actrice aurait dû savoir lorsqu'elle a acheté ce tableau pour 257 600 $ en 1963 qu'il avait été volé par les nazis. La plainte a été déposée à Los Angeles après que l'actrice âgée de 72 ans ait remis en mai à la justice des documents certifiant sa propriété sur le tableau qui s'appelle « Vue de l'asile de la chapelle Saint-Rémy », peint en 1889 par Vincent Van Gogh. Donc cette peinture a été achetée d'une façon légale par chez Sotheby's. Et pour rester dans la ligne de cette affaire, Peter Watson, qui a été un cadre important de chez Sotheby's, a publié un livre, la couverture du livre, Peter Watson, donc intitulé « L'affaire Sotheby's ». Chez Belfond. Chez Belfond. Voilà. Donc, dans ce dossier, M. Watson évoque non pas le dossier du tableau de Vincent Van Gogh, mais évoque beaucoup de pièces venant d'Italie, d'Asie, d'Inde, du Cambodge, de pièces volées et vendues chez Sotheby's. Alors, là se pose le problème de grandes maisons de vente aux enchères connues comme Christie ou Sotheby's et qui, quelques années après, se font épingler comme resellers d'œuvres mises sur le marché international. Donc la question est posée des œuvres qui circulent, soit en possession de grands collectionneurs, étant donné que Vincent Van Gogh vaut quand même malgré tout une somme considérable. Alors le problème est posé. Alors par contre, il y avait, si je me trompe, sauf erreur de ma part, il y avait Daniel Wildenstein qui, dans ce livre qui s'appelle Les marchands d'art, écrit par Daniel Wildenstein et Yves Stavridès, il faisait référence à ce qu'on appelle la commission de récupération, où il disait que en France, le processus, je cite, le processus de restitution va durer jusqu'aux années 50
et donnera lieu à des scènes pénibles. Aux yeux de la commission de récupération, il y aura 2 poids et 2 mesures. Je cite donc toujours Daniel Wildenstein. D'abord les grands collectionneurs, à savoir les banquiers, les industriels, Arthur Weil-Picard, le roi de l'absinthe. Pour tous ces gens-là, aucun problème. Les ministères n'ont fait preuve de générosité que pour les grands collectionneurs. Ils n'avaient qu'à se servir et avec les compliments de la maison. Ensuite, il y a eu les petits particuliers, ceux qui avaient quelques tableaux chez eux avant que la guerre éclate. C'est lisible. Ceux qui revenaient martyrisés des camps de concentration. Ils ont alors essayé de décrire, comme ils pouvaient, et c'est très difficile, les œuvres qui étaient autrefois dans leur appartement. Et à la commission, qu'est-ce qu'on leur répondait? On leur répondait: vous n'avez pas les photos? Ah, ça, c'est très embêtant. Comme si les particuliers avaient des photos et des plaques de verre. Et là, c'est intéressant parce que la famille Wildenstein a été quand même une des rares familles à constituer des archives considérables, notamment grâce aux premières photos qui étaient sur plaques de verre. Quand les enfants survivants avaient le vague souvenir, donc c'est pour en revenir à ce que disait M. Bois, que leurs parents avaient acheté les tableaux, les objets chez tel marchand, ils allaient voir Georges Petit ou Bousseau et Valadon, qui leur délivraient des documents certifiant qu'effectivement leur père ou leur grand-père avaient acheté chez eux. Et à la commission, qu'est-ce qu'on leur disait? On leur disait: mais qu'est-ce qui nous prouve que vous ne les aviez pas revendus entre-temps? Ces gens-là avaient perdu leur père, leur mère, toute leur famille dans les chambres à gaz. On leur avait tout pris, leur maison, leurs biens. Et non seulement on leur réclamait les photos des tableaux, mais on les accusait. Qu'est-ce qui nous prouve que vous ne les aviez pas revendus entre-temps? Alors il fallait des témoins assermentés, des avocats, des moyens financiers qu'ils n'avaient pas. Ces gens-là n'avaient plus rien. Nombre d'entre eux ont été balayés. Face au ministère, ils n'avaient aucune chance. L'État a vendu des quantités de choses incroyables qui leur appartenaient. Les œuvres apportées d'Allemagne ont été exposées au Jeu de Paume et ensuite avenue Rapp, dans d'immenses hangars où défilaient un millier de tableaux et d'objets à la fois. On les exposait 15 jours et on passait au millier suivant. Il fallait être là, sinon c'était réglé, on ne revoyait plus rien. C'est très intéressant, c'est un grand marchand de tableaux qui très souvent est fustigé par le plus grand nombre. C'est un des rares qui a écrit sur cet aspect des choses, et c'est donc chez Plon. Alors, je voudrais revenir à l'affaire Sotheby par monsieur Peter Watson. Donc, cet ouvrage relate les pratiques illégales au sein de la maison de vente qui ont été dénoncées par ce journaliste d'investigation spécialisé dans le domaine de l'art. Il a été aidé dans son enquête par un informateur privilégié, James Flodge, ancien administrateur du département antiquité de Sotheby à Londres. Selon M. Watson, la célèbre maison anglo-saxonne participerait, par exemple, à l'exportation illégale de biens en provenance d'Italie ou encore d'objets pillés en Inde. Son ouvrage a donné lieu courant 1997 à la diffusion sur une chaîne de télévision britannique d'un reportage clandestin. Le tournage s'étant fait à l'insu de Redland Codling, expert en tableaux de maître ancien employé de Sotheby Milan. Donc le problème d'œuvres volées qui circulent sur le marché international demeure. Par contre, avec la réunification de l'Allemagne, un tableau de Dürer qui avait disparu en 1945 a été rendu au musée de Bremen, étant donné que le musée de Bremen avait été pillé par les Russes. Et donc beaucoup d'œuvres remontent maintenant, cinquantaine d'années après, reviennent dans les musées. Et il demeure maintenant le problème du vol organisé pour des bandes organisées. Et il y a aussi le vol, comme récemment, le procès du cambrioleur qui avait la folie de l'art, Stefan Breitweiser, dont voici le document, donc, c'est un vol, mais c'est un voleur qui travaille pour lui. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas parler là d'un pillage pour le compte de revente.
on peut dire que là, c'est un maniaque de la collection, mais le sujet est aussi intéressant à évoquer. Tout à fait, oui. Il a volé de nombreux musées en Allemagne, en Europe. Donc il a quand même, il avait bon goût en plus. Hein. Alors, avant de céder la parole à Bon, je Lise, vais sur le banc titre. Hein, c'est Ouais. quand même, comment s'appelait-il ce monsieur? Stéphane Breitweiser, hein, ça? voilà. D'accord. Et il a détruit une partie, malheureusement, des œuvres volées. Et sauf erreur de ma part, c'est sa mère est condamnée parce que pour le protéger, elle a détruit. Et vous avez donc les. C'était quand même signé. Il volait pas n'importe quoi. Hein, il avait bon goût. Hein, signé Watteau, Bruegel, Boucher, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Un petit problème technique là aussi qu'on a avec les nouvelles technologies. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Watteau, Bruegel et Boucher. Qui ont été détruits à la hache et au marteau et jetés, comme le reste des objets, dans les eaux sombres du canal. C'est par sa mère, ça, non? Oui, enfin, en fait, on ne sait pas qui est trop détruit une partie des Ah œuvres. bon, voilà. Mais... Pour ne pas être pris. Enfin, en tout cas, bon, là, c'est une autre forme de vol, mais je voudrais quand même résumer la situation du vol contemporain. Récemment, dans un journal économique, donc, il a été donc fait le recensement en objets d'art, le pillage organisé. La France est le deuxième pays le plus pillé d'Europe après l'Italie. En 2003, 6711 vols recensés, 5859 vols de particuliers, 467 châteaux, 227 lieux de culte, 121 galeries marchandes et 37 musées. La grande majorité des voleurs opèrent au sein de bandes organisées. L'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels dispose maintenant d'une base de données informatiques des œuvres d'art volées qui s'appelle Judex. Judex. Voilà. J-U-D-E-X. JDEX, c'est ça. D'accord. Voilà. Et alors, pour les personnes qui sont intéressées sur le vol des œuvres dans le monde contemporain, je cite cet ouvrage qui est parfait. Donc, écrit par Ghislaine Guillotreau, Art et crime, la criminalité du monde artistique, sa répression au PUF. Et cette personne, elle est commissaire principale, hein? Oui. D'accord. Alors, par contre, d'accord. Est-ce que c'est lisible sur le banc de titre? Jacques, c'est lisible sur le banc de titre? Oui. Bon. Donc, art et crime. Bon, et alors maintenant, je voudrais quand même, je ne peux pas faire autrement qu'évoquer l'ICOM, le Conseil international Des musées. des musées. Donc, le Conseil international des musées est une organisation à but non lucratif vouée à la promotion, développement des musées et la profession muséale. Fondé en 1946, l'ICOM constitue un réseau mondial de communication pour les professionnels de musées et de toutes disciplines, travaillant au sein des 28 comités internationaux des 13 organisations affiliées. Il compte actuellement près de 16 500 membres dans 147 pays. Il dépend de l'UNESCO. Alors, Donc, on peut trouver le site, on le voit sur l'écran ici. Hein. Donc, il y a un site à consulter, icom.museum/français, et qui publie certains ouvrages dont je ne peux malheureusement que montrer la couverture, étant donné qu'on m'a recommandé de ne pas montrer l'intérieur des documents. Ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est une organisation internationale qui a pour fonction de lutter contre le vol d'œuvres d'art, mais par contre, on n'a pas le droit de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, alors que normalement, la diffusion devrait être la plus large possible. Tout ça pour des questions de copyright. C'est ça? Oui. Oui, c'est ce qui a été signalé. Alors, donc, il a été produit un premier volume sur les objets Khmer du Cambodge, un sur les vols en Europe. Donc, est-ce que c'est lisible, là? Oui, voilà. Il y en a un troisième, mais qui est épuisé, qui concerne les objets d'art africains. Et pour le pillage en Europe, il s'agit principalement d'œuvres, beaucoup d'œuvres religieuses. Alors, je voudrais citer le cas pour la partie du Cambodge,
je ne peux pas montrer l'intérieur de cet ouvrage, malheureusement, mais il a été volé une statue khmer, enfin, il a été volé plusieurs pièces dans la résidence d'été du prince Sihanouk, il y a 7 ans, et une des pièces était passée en salle des ventes chez Sotheby's. Bon, elle a été récupérée et arrêtée avant tout achat, mais pour dire que le problème des œuvres d'art volées demeure, est toujours un phénomène d'actualité. Et pour conclure, sur les choses volées dans le monde contemporain, il a été fait, il y a quelques années, au mois d'août, juillet-août 97, une série dans le journal Le Monde en ce qui concerne la razzia sur les objets d'art. Donc il a été traité de plusieurs sujets, aussi bien en Asie, en Europe, et les auteurs de cette série, Roland Pierre Paringot et Emmanuel Deroux. Alors j'aurais quand même surtout parlé des objets, des tissages volés au Pérou, qui sont des pièces rarissimes. Donc, Bernard Bois nous présente ici un très beau livre qui s'appelle Les tissus indiens, c'est ça? Oui. Alors, c'est un livre ancien, non? Du vieux Pérou. Donc, il y a de magnifiques reproductions de tissus. Ces tissus sont extrêmement rares. Ils sont des civilisations Moche, Chimú et Inca. C'est une édition de 1924 qu'on montre. Oui, ici, mais enfin, le document sert à argumenter un petit peu le sujet. Donc ces pièces, ces textiles sont d'une très grande rareté, d'une très grande fragilité, et malheureusement, on en trouve plus de 1000 objets culturels, et notamment 56 textiles ont été passés, ont passé les frontières et sont partis à l'étranger. Malheureusement, étant donné que dans ces régions, il n'y a pas dans les musées, et en plus on vole aussi bien dans les tombes. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité pour ces biens culturels dans certains pays qui sont, notamment, j'insiste, sur l'Altiplano et le Pérou. Voilà. Très bien. Alors, pour rebondir sur ce que dit Bernard, plus près de nous, tout simplement, on nous signale très fréquemment, vous voyez, tout près de nous à Paris, par exemple, le 5 mars 2004, une galerie qui a pignon sur rue, qui s'appelle la galerie Paul Proutet. Est-ce que vous voyez là? Moi, je ne vois pas grand-chose. Vous voyez là? Sur le banc titre, est-ce que c'est lisible? Non? Non. Là, il faut être plus gros alors, ça. Voilà, comme ça, oui. Voilà. Alors, estampes volées à la galerie Proutet, donc, vous voyez, en mars 2004, un Juan Miro et un Corot. Donc, vous voyez, cela fait partie d'un certain quotidien, même si on a l'impression que c'est lointain. Dans les actes d'écrit, images, orales et nouvelles technologies, qui est donc un séminaire dirigé par le professeur Marie-Claude Vétréno-Soulard, dont je vous montre là la couverture, l'acte du séminaire 2002-2003. Ce sujet, qui est un vaste sujet que nous continuons à travailler au fil du temps, qui est donc le sujet des pillards, que l'on écrit avec le jeu de mots habituel du glossaire de l'art, les pillards. Est-ce que c'est lisible, hein? Je ne sais même pas. C'est assez gros ou non? Voilà. Il était évoqué aussi, dans ce cadre-là, du vol par l'État ou des particuliers. Donc cet ouvrage se trouve à l'Université de Paris 7, dans le centre des publications. On parlait aussi du cas Malevich, qui est un cas maintenant connu, puisque beaucoup d'œuvres de Malevich aussi ont été volées, entre guillemets. On pourrait évoquer aussi les marbres d'Elgin
puisque la Grande-Bretagne ne veut pas rendre les marbres pris à Athènes par Lord Elgin en 1803 et qui ont été vendus plus tard au British Museum. Bien entendu, tout ceci remet en question l'organisation même de nos propres musées, puisqu'il s'agit ensuite de savoir à qui doit-on rendre, par quel circuit, qui a volé, qui est voleur, qui est pillard, qui ne l'est pas. Ce qu'évoquait Bernard Bois tout à l'heure, c'était déjà un Van Gogh, mais là, plus près de nous, le 7 décembre 2002, au musée Van Gogh, tout simplement, des voleurs se sont servis en prenant 2 toiles, la fameuse sortie de l'église de Nuenen de 1884 et vue de la mer de Scheveningen, excusez mon mauvais accent, de 1882, qui ont été tout simplement dérobés un samedi matin avant 8 heures. Il y a la fameuse affaire de Kahn contre Wildenstein. Francis Varin, qui est le petit-neveu d'Alphonse Kahn, propriétaire de plus de 1200 œuvres par Picasso, Manet ou Matisse. Donc, le descendant attaque la galerie Wildenstein. D'ailleurs, parce que notre rôle est quand même d'essayer d'être le plus... Daniel Wildenstein, dans ce livre, toujours Marchand d'art, apporte une réponse où il explique comment les choses se sont passées pendant la guerre. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez avoir la réponse de Daniel Wildenstein. On peut bien sûr parler des guerres, où on peut parler de Napoléon pillard, mais aussi archange, c'est-à-dire pillard, voleur, mais aussi archange, puisque c'est grâce à son travail, ou plutôt au travail de ceux que l'on appelait les ânes, c'est-à-dire 167 savants, artistes, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et scientifiques qui paraissaient bien inutiles, entre guillemets, à l'époque. C'est quand même grâce à eux que l'on aura l'égyptologie, qui a permis de redécouvrir des œuvres oubliées, et ce travail se continue toujours. On a évoqué, Bernard Bois l'a évoqué ici, Hitler et l'occupation, mais il y a aussi bien sûr la révolution de 1917, il y a aussi les Khmers rouges. Hector Feliciano, qui a fait un travail remarquable, dont Bernard Bois nous parlera tout à l'heure, dans le musée disparu, a longuement décrit les spoliations d'œuvres d'art qui restent encore, tout comme en URSS, mais aussi derrière les murs de collections institutionnelles dans des musées du monde entier. Dans un autre ordre d'idées, ici nous avions Benoît Landé, mais ça c'est un autre problème, c'est plutôt le problème des faux et le problème du vol par les docteurs Gachet notamment, qui a eu une exposition en 1999, qui l'érigeait en bienfaiteur, mais grâce à certaines recherches, on peut s'interroger pour savoir si c'était un bienfaiteur ou si c'était un malfaiteur. Point d'interrogation. Alors, Denis Sellem, qui est ce qu'on appelle un chasseur de destin, qui est, depuis 10 ans, est parti sur les traces des Français retenus derrière le rideau de fer en 1945, après avoir été libéré des camps nazis par les troupes soviétiques. Là aussi, qu'en est-il de toutes les œuvres d'art disparues, elles aussi, avec eux? Plus près de nous, toujours dans les actes de écrit, image, oral, nouvelle technologie, dans un travail qui s'appelle De l'éphémère à l'intemporel, on continue avec la guerre de l'art, ou la war, en Irak, où on a tous les jeux entre belligérants qui est explicité. Et sur le site d'Interpol à Lyon, ce site a été sollicité par l'UNESCO, mais en fait, on réalise qu'il y a très très peu d'éléments
qui sont pris en considération alors que plusieurs milliers d'œuvres auraient disparu selon les sources grâce à des réseaux organisés soit de l'extérieur, selon d'autres sources par des circuits intérieurs, puisque seuls des circuits intérieurs pouvaient connaître la qualité et l'origine des œuvres. Les nouvelles technologies, là, sont aussi analysées, puisque selon The Independent, les ordinateurs du Musée national de Bagdad, qui contenaient le recensement des collections, ont été vandalisés. C'est toujours le problème des nouvelles technologies et en même temps du travail du papier qui s'avère toujours nécessaire pour les inventaires. Donc si cela vous intéresse, vous avez des éléments écrits Images orales, nouvelles technologies, et le travail que nous faisons avec Bernard Bois continuera aussi dans les actes d'art et art. Ici même, Bernard Bois vous donnera tout à l'heure une bibliographie qu'il a fait sur, sur le sujet évoqué ici. Et la galerie Fanny Guillon-Lafaille, qui est la fille, qui est la fille de monsieur, c'est ça, Maurice Lafaille, a édité un livre qui s'appelle Chronique d'une galerie de tableaux sous l'occupation. Et qu'est-ce qu'elle dit, Bernard Bois? Bien, elle relate l'ambiance, le commerce et les bizarreries du marché de l'art pendant la guerre, en fait. On a notamment évoqué lors du marché de l'art, analyse du marché de l'art international, je ne sais pas si on l'avait évoqué, la grande bizarrerie que celui, sauf erreur de ma part, Cailleux, qui a été d'ailleurs, qui est la galerie, une galerie qui est citée dans le musée disparu d'Hector Feliciano, qui montre des documents extrêmement intéressants où sont répertoriés. Elle fait partie d'un travail qui a été fait avec Marie-Claude Vétréno-Soulard et moi-même sur justement ce qui s'est passé sous l'occupation en France. Et il y a notamment dans cette liste qui s'appelle l'archive ou liste Schenker, la fameuse galerie Cailleux. Ce qui n'a pas manqué de nous surprendre, c'est que cette galerie s'est trouvée ensuite à la tête du comité des galeries d'art en 1947, donc à la fin de la guerre, et qu'on le retrouve ensuite dirigeant en tant que président de la CINOA, qui, pour ceux qui étaient venus le mois dernier, est le grand syndicat mondial des marchands de tableaux. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup, pardon ? C'est quoi cette liste ? C'est la liste Schenker. Donc, qui a fait l'objet d'un travail avec sous l'égide de Marie-Claude Vétréno-Soulard, sous la direction de Marie-Claude Vétréno-Soulard. Un travail qui s'appelle L'art de 1959 à 2000, où il y a tout un retour en arrière avec l'art en France avant la Révolution française et jusqu'à l'an 2000, où justement, vous voyez, on voit la galerie Cailleux, qui était non loin Faubourg Saint-Honoré, qui a été une des personnes qui a notamment vandalisé ou aidé à vandaliser la galerie Bernheim Jeune, qui était son voisin de palier rue de Faubourg Saint-Honoré. Donc ce livre remarquable que, d'ailleurs je remercie Bernard Bois, parce que c'est lui qui me l'a signalé, il m'a permis de travailler dessus. Donc c'est Hector Feliciano que nous avons sollicité et qui viendra sans doute témoigner ici, qui a fait un travail absolument énorme. Alors je voudrais parler à propos de Feliciano. Malheureusement, pour des questions de droit, nous ne pouvons pas passer d'extrait de cette vidéo. Tableau d'un pillage qui a été diffusé sur Arte le 17 février 2000, qui concerne justement, c'est réalisé grâce au travail de l'ouvrage Le musée disparu. Voilà. Donc c'est une cassette qui dure pratiquement 2 heures et où il intervient
des ayants droit de Jean Lézé, comme M. Voitrin, pour l'affaire Cannes, et d'autres. Et bien sûr, ce qui est intéressant, ce sont des témoignages de gens qui ont subi le désastre de la guerre et surtout la quête de Feliciano pour rechercher les pistes de tableaux disparus. Oui, parce que ce travail est vraiment très très documenté. Hein. Il est vraiment très très bien fait. Donc lui, en fait, c'est juste un journaliste d'enquête culturelle. Il a travaillé pour de grands journaux américains comme le Washington Post ou le Los Angeles Times. Alors là, j'avais fait un petit résumé Bien sûr, oui. des ouvrages cités qui ont permis de Donc, travailler. vous avez une bibliographie ici, succincte, hein, comment dire, enrichira au fur et à mesure. Parce que comme vous savez ici, dans le cadre d'Art et Art, tous les travaux qui sont présentés sont ensuite enrichis. On continue à les travailler au fil du temps. Donc, voici une petite biographie succincte. Marchand d'art, déjà cité, de Daniel Wildenstein. Le front de l'art par Rose Valland. Les chefs-d'œuvre des collections privées françaises retrouvées en Allemagne, qui est donc un travail par M. Cassou. Par M. Cassou. Le musée disparu, précité par M. Feliciano. Souvenir de l'exode du Louvre par M. Bazin. Razzia sur l'art par Emmanuel Deroux. Le pillage de la France pendant l'occupation. C'est quoi, c'est la cassette vidéo, ça, non? C'est par qui, ça? Bon, on verra. De toute façon, dans les actes, ce sera cassette vidéo, tableau d'un pillage, Arte du 17 février 2000, Art et crime, déjà évoqué par Gisèle Guillotreau, le pillage par les Allemands des œuvres d'art par Jean Cassou, chronique d'une galerie de tableaux sur l'occupation, Maurice Lafaille, les trésors retrouvés, Albert Kostenevich, dossier Orsay, garde des musées nationaux, et précédemment évoqué aussi écrit, images orales et nouvelles technologies, acte du séminaire 2002-2003. Je vais continuer avec aussi un document, le pillage de l'art en France pendant l'occupation, la situation de 2000 œuvres confiées aux musées nationaux, documentation française, mission d'études sur l'aspiration des Juifs de France. Et dans un autre ordre d'idées, l'argent facile, dictionnaire de la corruption en France par Gilles Guettner, où il évoque des éléments qui sont moins connus sur l'état du pillage au sein même de l'État, avec notamment des vols qui, ceci est prouvé, des vols au sein d'institutions muséales, c'est-à-dire, excusez-moi, je croyais l'avoir préparé, dans l'Institut de France notamment, ou au musée, donc au musée Jacquemart-André. Aucun inventaire n'a été réalisé depuis 1912 dans ce joyau de notre patrimoine qui compte des sculptures de Donatello, des toiles de Philippe de Champaigne, de Fragonard, Greuze, Watteau, Boucher, etc. Parmi les œuvres non retrouvées, je ne sais pas si vous arrivez à lire, est-ce que c'est... Donc grâce à Lydie Hugues, conservatrice des collections, qui assiste son époux René Huyghe dans la gestion du musée, finalement, et uniquement sur injonction de l'administration, il y a un inventaire de faits. Plus de 300 œuvres n'ont pu être inventoriées. En réalité, le chiffre serait de 600. Parmi les œuvres non retrouvées, je vous le fais lire, 35 dessins du célèbre peintre et graveur italien Mantegna. Voilà. Donc ça, il s'agit d'un livre qui est de donc l'argent facile, qui a été édité, je vous prie de m'excuser, en 92 aux éditions Stock. Alors, je pense qu'il faudrait que nous évoquions le problème de ce marché parallèle, comme le sujet est aussi l'économie de l'art, que le problème des œuvres volées dans les grands musées ou dans les collections privées, il y a un marché parallèle qui représente un marché financier très important, et il faut évoquer, je pense, ce problème. Bien sûr. Et donc, on continuera à
Parce que c'est donc un aspect de l'économie qui est rarement traité, mais que nous avons tenu à traiter avec Bernard. Et nous, ce que nous aimerions beaucoup faire, c'est notamment des recherches dans les archives russes ou américaines qui permettraient d'avoir des informations que l'on ne retrouvera pas en France. Et par l'Internet, par contre, nous ne sommes pas encore capables de trouver tout ce qui nous intéresserait. Donc Bernard, tu peux intervenir quand tu veux. On va continuer par un aspect plus, plus classique, qui va être l'économie de l'art globale, avec un petit... On va passer donc sur l'écran à l'art ou l'argent, qui est un travail qui a été initié aussi sous l'égide du professeur Marie-Claude Vétréno-Soulard et qui se continue depuis 1996, où je vais traiter ici des grandes lignes. La question qui est posée quant à l'économie de l'art, est-ce que l'art est une économie de l'inutile ou une économie de l'essentiel ? Pour ce qui est de nous, il est évident que c'est une économie de l'essentiel. Un des éléments qui tendrait à le prouver, c'est que la France est devenue, depuis plusieurs années, le numéro 1 du tourisme mondial, grâce notamment à la culture du patrimoine et de l'art. Une question qui est posée, c'est est-ce que l'art serait une production de richesses différées ? Il semblerait qu'elle le soit, au même titre que l'éducation ou que la santé. Pour nous, il semblerait que ce soit une production de richesses différées et que là, donc, le politique a un rôle à jouer. Bien sûr, la question que l'on pose, c'est quelle recherche pour quel art ? Est-ce que l'art doit être l'image ou est-ce que c'est l'art pour l'art ? Ça, c'est une question plus philosophique qui ne sera pas évoquée ici. La question qui est posée quant à l'économie, est-ce que les artistes sont des bons à rien ou des maîtres vivants ? Très souvent, les politiques considèrent que les artistes sont des bons à rien et que c'est une économie qui n'est pas suffisamment rentable à court terme pour la prendre en considération. La question que l'on pose, est-ce qu'on doit, comme les Japonais, considérer que l'art est une économie à part entière et que l'on doit déifier de leur vivant des artistes qui sont porteurs d'une culture ancestrale. Donc la France en 1959 a créé un ministère pour justement organiser l'économie de l'art et la politique de l'art. Ce qui nous a paru intéressant, c'est que à partir du moment où la France gagne un ministère, elle va aussi perdre dans le même temps son aura de phare des arts. On s'interroge justement sur le pourquoi. Et on s'interroge aussi sur le rôle du ministère. Est-ce que c'est un ange gardien ou est-ce que c'est un gardien de prison ? En 1964, donc, les artistes ont bénéficié d'une sécurité sociale des artistes. La France a prospéré économiquement dans le domaine de l'art de 1964 jusqu'à 1984. En 1984 aussi, alors naturellement, on fait référence au 1984 de George Orwell, mais on se pose la question sur le pourquoi d'une sécurité sociale qui va être enlevée aux artistes s'ils ne gagnent pas, je parlerai en francs, environ 45 000 francs par an. C'est-à-dire que jusqu'en 1983 environ, les artistes de 64 à 83 pouvaient, même s'ils gagnaient que 2 000 francs par an en vente d'œuvres d'art, ou même moins, ou même rien du tout, avoir le statut d'œuvre d'artiste. Et à partir de 84, il y a un critère économique qui rentre en jeu, qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que si un artiste ne vend pas pour au moins 40 à 45 000 francs d'œuvres d'art, il n'a plus droit à la maison des artistes et au statut social d'artiste. Ce qui nous a frappé, c'est qu'aucun journaliste
ni du Monde, ni de Libération, ni aucun, même sociologue, n'a évoqué ce problème pourtant très grave de l'économique qui prend la place de l'artistique. Et donc on voit bien que le politique a un rôle éminemment important à jouer. D'où la question d'un homo mediaticus bâillonné ou complice, parce que le rôle est quand même de parler de cet aspect économique qui prend le pas sur l'artistique. Il y a des statistiques qui aussi devraient être au service des chercheurs, qui semblent être manipulées puisqu'elles deviennent très onéreuses. Ceci est aussi prouvé dans les actes du séminaire et dans un travail plus grand. La question qui est posée dans l'économie des nouvelles technologies, est-ce qu'elle participe à la divulgation de l'information ou est-ce qu'elle confisque l'information, puisqu'on s'est rendu compte que la nouvelle économie est fort onéreuse pour le chercheur qui a besoin de statistiques fiables. Ceci a été aussi prouvé dans les actes écrits, images orales et nouvelles technologies. Donc, dans France belle au bois dormant, on apporte des faits probants sur le fait que la France serait appauvrie globalement dans les années avec un appauvrissement global, et que ceci aurait contribué, alors on parlait tout à l'heure donc des statistiques donc avec des dessinateurs qui en 88 étaient 519, en 98 507, ça n'est pas très embêtant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en 88, on a 1057 graphistes déclarés qui doublent, qui sont même plus que le double en 98. Et ceci tendait de répondre à la question de l'art, mais quel art, et à l'analyse des statistiques des artistes. Bien entendu, pour les sociologues, on réalise, comme toujours, que les sources, selon la méthodologie, n'apportent pas du tout la même information. On cite ici Philippe Simonneau, économiste, qui déclare qu'en 90, au moment où des artistes français voyaient enfin leur cote monter, 446 peintres étaient d'un seul coup rayés des listes de la sécurité sociale pour la raison suffisante que ne gagnant pas assez d'argent. D'où le retour à l'économique. Et pour les statistiques, on trouvera plus loin une lettre de l'INSEE la Direction générale du 17 août 2001, où pour une seule demande NAF 923A, donc je cite 297Z et 925C, c'est-à-dire sur seulement une année, on facture aux chercheurs la modique somme de 4070 francs. Donc la question qui est posée, c'était en réponse à la question, est-ce que les nouvelles technologies permettent le plus d'informations ou moins d'informations? Alors France belle au bois dormant, avec une analyse selon les chiffres de l'INSEE de 97, le commissariat général du plan en 97 et le BIPE, rapport pour le logement des personnes défavorisées de 97, en 98, 6 millions de Français vivent au-dessous d'un seuil de pauvreté, soit un Français sur 10. Donc ici, on donne tous les chiffres, avec le seuil de pauvreté qui est fixé à 3 200 francs, soit 487,84 €. Donc on se rend compte qu'avec les années 90, la pauvreté change de visage. Pourquoi est-ce qu'on évoque ces chiffres? Parce que les artistes, comme ils sont à la fin de la chaîne économico-sociale, vont subir les conséquences. À la fin des années 90, 15% des moins de 17 ans vivent dans une famille pauvre.
Donc, à titre de comparaison, pour l'INSEE en 83, 4,5% des salariés gagnaient moins de 556,44 €. Pour 10% en 97 et en 83, 10,5% des salariés gagnaient moins de 731,76 €. Pour 15,1% en 97. Bien entendu, ceci a une incidence sur le marché de l'art en règle générale et sur l'économie de l'art, puisque quand un pays s'appauvrit, globalement, même si on a constaté qu'en France, il y a de plus en plus de riches pour cette même période et de plus en plus de pauvres, cela a quand même une incidence sur le marché de l'art. Donc la question qui est posée ensuite, c'est terre d'accueil, de création, de destruction de l'art. L'école de Paris, Harold Rosenberg a fait un travail sur la grande école de Paris, où selon lui, il prouvait que la passivité du politique permettait à l'économie de l'art, de devenir plus forte. Donc nous citons le livre ici de Harold Rosenberg dans La Tradition of the New. C'est lui qui notamment est à l'origine de l'école américaine de l'art. Donc il a observé donc le marché de l'art français et l'économie de l'art français, et il dit c'est par Picasso et Juan Gris, espagnol, par Modigliani, Boccioni et Severini, italien, par Brancusi, roumain, par Joyce, irlandais, par Mondrian, hollandais, par Lipschitz, polonais, lituanien, par Archipenko, Kandinsky, russe, par Calder, Banré, américain, par Kupka, tchécoslovaque, Max Ernst, allemand, par tous, étudiants, réfugiés. C'est par ce métissage de toutes ces cultures, sur un terreau fertile et ouvert, sans préjugés idéologiques, dans un chaos artistique chaotique à l'image de la vie, c'est ce qui permettrait la symbiose. Ça, c'est mon écriture, mais mélangée avec Harold Rosenberg, qui a fait un travail remarquable, que nous avons eu donc une grande économie de l'art français qui a vu son apothéose dans les années 60 et 70. Donc la question de l'économie de l'art se pose aussi en fait la question qui est posée, est-ce que c'est une nouvelle économie de la mondialisation ou une ancestrale économie de la mondialisation? Mes recherches tendraient à prouver que nous sommes dans une ancestrale économie de la mondialisation, puisque les Égyptiens, bien avant nous, les Vikings, que nous redécouvrons ou que nous découvrons, ont depuis longtemps œuvré, et que notre mondialisation n'est pas nouvelle. Alors, si vous voulez intervenir, si tu veux intervenir, Bernard, tu peux. Hein. Alors, par contre, excusez-moi, je vous permets simplement de vous parler d'une association for Cultural Economics International, qui est donc à l'écran. Cette association, pour ceux qui sont intéressés par l'économie de l'art, travaille sur le sujet très spécifique de l'économie. Vous pouvez voir sur l'écran aussi bien l'adresse email acei.neu.edu. Donc cette association est hébergée par le département d'économie de la Northeastern University à Boston. Elle édite un volume des actes aussi, mais qui sont assez onéreuses puisque nous sommes renseignés. Les actes coûtent quand même 400 € par an. Hein. Mais enfin, ils sont très intéressants. Et vous pouvez trouver des abstracts, c'est-à-dire des résumés, uniquement en ligne. Malheureusement, ce n'est pas comme à l'université de Paris 7, où vous pouvez trouver quand même sur le site les procès-verbal aussi des communications. Alors, quels sont les auteurs les plus connus en France dans le cadre de la recherche de l'économie culturelle? On cite très souvent
Baumol, on cite très souvent Chanel, Frey, Gérard Varret, M. Ginsburg, Pomren et Simoneau. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aussi lire leurs ouvrages qui sont très riches. Simoneau notamment a écrit un livre très intéressant sur l'art ou le dollar. William Baumol est en fait un économiste canadien, professeur des universités de Princeton et de New York. Il aurait étudié sur les prix de l'art de 1652 à 1961 en relevant 641 transactions permettant de comparer les prix pour les mêmes œuvres. Son hypothèse est que les collectionneurs accepteraient un rendement faible des œuvres d'art car leur possession apporterait des satisfactions mentales. Voilà pour Baumol. Philippe Simoneau, docteur en sciences économiques et chroniqueur au Figaro et au Monde. Il analyse la compilation de Gérard Reitlinger. Pour lui, raconter l'histoire financière merveilleuse d'un tableau de Van Gogh ou de Picasso équivaut à calculer la rentabilité d'un billet de loterie en ne retenant que le billet gagnant. Selon Simoneau, l'investissement en œuvres d'art est une loterie. De fait, l'économiste ne peut se contenter de calculer la rentabilité. Donc Simoneau a fait un travail remarquable en économie. On peut trouver, si ça vous intéresse, vous trouverez dans les actes d'art et art la bibliographie de son travail. Donc Frey et Pomren, précités, et partiraient de 1200 transactions correspondant à la revente d'un même objet entre 61 et 1987. O'Chanel, Gérard Varret et Ginsburg ont, dans la revue Risque, défendu des résultats très différents. Ils aboutissent de fait à des taux de rendement réels de 17% par an entre 57 et 88. Mais le problème que nous évoquions juste avant, c'est que les économistes précités ne prenant jamais la même méthodologie, on arrive à des résultats différents. Il en est de même pour le rapport du sénateur Yann Gaillard, qui n'évoque que des faits parcellaires. Donc nous tenterons ici, au fur et à mesure du travail d'art et art, d'apporter des nouveaux éléments. Alors, ce qui a été préconisé ici, c'était une nouvelle économie de l'art qui a été aussi évoquée dans toujours l'écrit image orale et nouvelles technologies. Voilà, avec une nouvelle économie de l'art qui a donc fait l'objet d'une édition qui s'appelle Les Archanges, avec le jeu de mots habituel, et le partage aussi. Alors le partage, prie de m'excuser, je le cherche parce qu'il y a beaucoup de... Alors le partage qui est évoqué notamment, la grille neuve, c'est autre chose. Dans ces actes ont été évoqués aussi bien tous les acteurs de l'art, c'est-à-dire aussi bien les commissaires-priseurs, mais aussi les marchands. Donc, dans le partage que l'on montre sur le banc titre actuellement, il était préconisé une défiscalisation d'achat d'œuvres d'artistes vivants, un nouveau mécénat et un parrainage, un nouveau droit des fondations et un retour à la sécurité sociale de 1964, qui a donc été modifié par une sécurité sociale, à notre avis, qui est trop basée sur l'économique et non pas sur l'artistique, c'est-à-dire la qualité de l'art. Alors, la théorie des archanges qui a été développée dans le cadre d'écrits Images orales et nouvelles technologies et de Carrefour télématique, et qui est présentée ici, qui sera présentée dans les actes d'art et art, propose une économie alternative qui permet aux artistes notamment d'avoir un droit de regard sur leurs œuvres d'art au-delà de la mort, c'est-à-dire que les archanges
accompagnent la spéculation qui est faite sur la vente de leur œuvre, c'est-à-dire qu'une partie de la spéculation est fait l'objet d'un testament par l'artiste avant de mourir ou par ses ayants droit si l'artiste est mort. Et cela permet donc à une œuvre qui est désignée par l'artiste, quelle qu'elle soit, s'il le désire, aider d'autres artistes vivants ou aider le cancer ou aider l'Alzheimer ou autre chose, d'accompagner la spéculation, c'est-à-dire que la spéculation économique ne disparaît pas, mais les archanges permettent d'accompagner la transaction. Ceci a fait l'objet de multiples communications, toujours dans le cadre d'écrit images orales, nouvelles technologies et Carrefour télématique, dans le cadre de l'Université de Paris 7, depuis 2001. Donc nous sommes maintenant en 2005, donc depuis 4 ans. Les archanges permettent aussi des transactions communion qui permettent aussi bien aux marchands et aux commissaires-priseurs, lors d'une transaction d'œuvres d'art, de donner une partie. Ce n'est pas du mécénat, mais c'est une somme d'argent qui est allouée à une œuvre qui est décidée par les différents intermédiaires et différents acteurs lors de la transaction. Ceci a été aussi évoqué dans Écrit images orales et nouvelles technologies depuis 2001. Il y a aussi un retour aux racines qui est évoqué, qui va à l'encontre de ce qui est préconisé par les marchands de tableaux, bien que nous soyons tout à fait pour le marché de l'art. C'est-à-dire c'est un retour aux racines qui permet notamment à l'Afrique ou à l'Asie de récupérer en effet les œuvres d'art et surtout de générer des nouveaux marchés qui seraient créés et incités par des archanges, c'est-à-dire des individus ou des institutions qui créent des nouveaux marchés de l'art. Par exemple, nous avons ici travaillé, malheureusement la guerre, une fois de plus, notamment pour la Côte d'Ivoire, nous a empêché de faire avancer le projet, mais notamment pour la Côte d'Ivoire, une ONG permettait de faire voyager l'art de Côte d'Ivoire, notamment 52 artistes en faveur de la paix pour la Côte d'Ivoire, toutes ethnies confondues, qui permettait de faire voyager l'art de Côte d'Ivoire, aussi bien art premier, art contemporain, qu'art, comment dire, qu'on pourrait qualifier de design, mais qui est de l'art, de l'artisanat d'art. Et ceci peut donner lieu à une exposition itinérante annuelle qui permettait de rapporter de l'argent et donc de créer une nouvelle économie de l'art à la Côte d'Ivoire. Ceci peut se faire donc aussi bien en Afrique qu'en Asie et a été travaillé dans le cadre de écrit, oral, images et nouvelles technologies. Voilà. Donc peut-être que Bernard voudrait rajouter quelques mots sur... Oui, je voulais simplement, tout à l'heure, nous avons évoqué le problème du vol contemporain, et tout à l'heure, une de nos amies qui est là a évoqué le problème du vol à la Bibliothèque nationale. Il a été volé par une personne importante de la BN qui a volé des manuscrits, des documents juifs pour une revente. Donc, on a parlé dans la presse. Mais je crois que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez connaissance d'un autre vol. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton blanc, de façon à être enregistré. Il ne s'agit pas d'un vol, mais c'était la même personne qui... Impliquée. Qui était impliquée. Appuyez sur le bouton blanc, s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton blanc. C'est allumé, ça clignote. Non, mais ça ne fonctionne pas. Et cette personne-là, vous vous souvenez lors de François Mitterrand a visité la Corée Oui. pour déjeuner. Donc François Mitterrand a visé la Corée. À quelle année environ? C'était des années... Fin 90, on va dire. 90. D'accord. Après les Jeux Olympiques.
D'accord, après les Jeux Olympiques, donc après 88, Jeux Olympiques de Séoul. François Mitterrand et Laurent Fabius. D'accord, François Mitterrand et Laurent Fabius, oui. Ils étaient venus en Corée. Oui, Et pour nous dire que la France allait rendre le trésor national de la Corée très très important. que vous aviez montré lors des crimages, non? Donc, donc François Mitterrand a promis le retour Du 18e d'un trésor national coréen, oui, 19e siècle, pardon. oui, Donc c'était le missionnaire français qui a piraté oui. tous les trésors nationaux. Donc les missionnaires français avaient volé les trésors nationaux. Le trésor. Alors c'est un trésor très important. Bien sûr, Alors lors de la négociation de la TGV, oui. François Mitterrand s'est rendu en Corée pour nous dire que la France allait rendre D'accord, donc Mitterrand, à des fins de négociation pour les TGV, je me permets de le répéter, je vous prie de m'excuser, c'est au cas où cela n'enregistrerait pas. Oui, il n'a pas tenu la parole. Pourquoi? C'est justement à cause de cette personne Ah, d'accord, revendiqué et disons qui a contesté cet acte du président. d'accord. Donc une personne qui travaille à la Bibliothèque nationale, Oui, cette personne. d'accord. La même. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. Si vous voulez, on y travaillera avec vous. On travaillera sur ce sujet particulier. Ce serait D'accord. On le rajoutera. Très bien. On le rajoutera à notre recherche, donc sur les pillards. à cause de cette personne que le trésor Très bien. n'est pas rendu. D'accord. Eh bien, Et François Mitterrand n'a pas contesté non plus. d'accord. Il n'y avait pas de théorie pour le contester. D'accord. Et cette personne-là, est vraiment, le trésor Ouais. appartient au pays, D'accord. à l'État. Donc même le président n'a pas le droit de rendre personnellement, ne peut pas donner la parole personnelle. Donc François Mitterrand n'a pas pu, s'est désavoué, mais comme vous le savez, il y a de nouvelles lois qui sont en train de passer, qui sont en discussion sur le retour justement des œuvres au pays. Mais si vous voulez, on travaillera ensemble sur ce sujet avec plaisir. Je sais très bien, mais c'était un autre cas. Mais c'est intéressant. C'était le président qui a donné la parole, mais c'était pas nous, mais en disant que... Bien sûr, je comprends. disait, Non, mais en plus, il a promis au nom de la France. trésor, c'est D'accord. depuis longtemps. Et si on rend tous ces trésors, ça je sais très bien, mais c'est un autre cas. Ben, si vous voulez, c'est très intéressant. Et donc, promis, on travaillera ensemble si vous voulez. On travaillera sur ce sujet aussi, puisque ça fait partie des nombreux sujets dans le cadre des pillards. Dans ce cas-là, quand je rentre en Corée, je peux obtenir une subvention, si vous voulez. D'accord, très bien. Sur les archanges, très bien. Ça, voilà, L'argent d'accord, auprès d'accord. du ministère de la Culture. Donc ça fait partie justement du travail que l'on fait nous à long terme, donc comme je vous disais depuis 2001, Oui. sur les archanges, sur ce qu'on appelle les pillards, c'est les archanges, comme le jeu de mots l'indique, ce sont donc ART toujours, ce sont ceux qui sauvent, Ah oui, oui, et les oui, pillards ça, sont ceux c'est- qui volent. Ah, ça Voilà. c'est très Voilà. bien, Hein très bien. Et quand je Donc rentre, on continue nous avec à oui, travailler très sur bien. ce sujet. Quand je rentre, je vais faire un compte rendu Oui, à ce sujet. parce qu'il y a même la Grèce, il y a énormément de pays qui réclament le retour de... Mais alors naturellement, ceci fait Mais l'objet quand de... même, c'était réclamé par le président même. Donc c'est intéressant en effet, ce que Ah vous dites, oui. c'est que le président l'a promis dans le cadre de Oui. négociations pour le TGV, Oui. et qu'en fait, Mais ensuite, quand il ne même, s'est plus rien il passé. s'est rendu visite sur D'accord. place. Et il a donné la parole juste après par quelqu'un qui a volé même le trésor national de la France. Ouais. Et voilà le résultat. Très bien. Donc Voilà je vous le remercie résultat. beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Alors là, je vais vous donner quelques chiffres assez arides, mais donc la Chambre syndicale, la SINOA, donc nous donne des chiffres sur le bilan. C'est le bilan 2003. Nous aurons le bilan 2004 bientôt. Voilà, sur les exportations, si cela intéresse des spécialistes.
Donc nous avons tous les chiffres par rapport, avec une augmentation de 28% pour la peinture, pour la gravure moins 17% et la statuaire moins 36%. Importation hausse pour la peinture 8%, tempérée par les baisses d'importation en provenance des USA comme de Suisse. Voilà. Donc pour ceux-là que ça intéresse, ils pourront la voir sur leur écran en tant qu'internaute et ils pourront le capter en faisant comme on fait avec des vidéos. Exportation définitive de biens culturels soumis à certificat pour l'année 2003 et les demandes de certificats. Voilà, les chiffres que je peux vous communiquer pour l'économie. Bien entendu, il y aura d'autres chiffres dans nos actes. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions Non, je voudrais simplement Oui, pour alors Bernard terminer, Bois. Oui, je voudrais simplement dire que lorsque j'avais évoqué ici le problème de la Fondation Barnes, donc hélas, Oui, tout à fait. il y a eu une action en justice qui a décrété donc Oui, que la malheureusement. Fondation Barnes pouvait se trouver délocalisée de Mérion Oui, à tout à fait. Philadelphie Centre. Malheureusement. Alors, le comité des anciens de la Fondation Barnes va peut-être faire appel, mais enfin pour le moment, en tout cas, la Cour de justice a rendu son verdict, donc la Fondation peut être délocalisée et quitter Mérion. Voilà, Alors là, hélas. ça va malheureusement dans le sens de ce que nous tentons de dénoncer avec l'art ou l'argent, qui pose justement les grandes questions. Et parce que c'est une affaire, l'affaire Barnes, on l'a suivie ici avec Bernard Bois. Ça prouve bien que malgré malgré ce que M. Barnes voulait, qui était le fondateur, qui était que l'art pour l'art devait être plus fort, et l'art et l'éducation de l'art, le savoir et l'art devaient être plus fort que l'argent. Malheureusement, la conclusion de ce procès nous prouve que c'est l'argent qui a gagné, là, en l'occurrence, et non pas l'art. Oui. Alors, écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, par contre, à poser peut-être à Bernard Bois? Oui. Je vais juste ajouter. Et quand je rentre, je vais faire des analyses. Comment ce trésor a été, disons, l'arrière-plan de ce vol. Très bien. Et de votre côté, un peu là, le système. Travailler côté français. Voilà. Très bien, avec plaisir. Oui. Parce que nous, Et donc, ça- je vous confirme que c'est une recherche que d'ailleurs même le professeur Vetreno Soulard s'en souvenait très bien. Même On si avait c'est évoqué pas- avec Bernard même Bois. si c'est pas trop gros, je vais. Parce que nous, notre Peut-être- rêve serait de pouvoir aller faire des recherches, notamment dans les archives russes, dans les archives américaines, dans les archives un peu internationales, parce Oui, qu'il n'y a très que dans les, bien. comme nous, il n'y a que aux archives nationales qu'on peut trouver, et encore pas toujours. Parce que le problème, par exemple, de l'art spolié en France pendant la guerre, c'est qu'énormément de choses, je vous citerai, je ne peux pas vous citer un dossier que je connais en particulier, mais qui malheureusement a été tout simplement, qui a disparu des archives nationales françaises à l'occasion de changements politiques. Donc on doit aller dans d'autres pays pour le trouver. On est Ou obligé. bien, juste là, je vais lire le dernier numéro de la revue. Et je vais lire. Hein. Vous avez, Mais vous avez d'abord, notamment, j'ai l'intention de publier ce travail d'ensemble. On Bah, va écoutez. d'abord publier en Corée. D'accord. Je vais traduire et on va publier. Et ça, on peut attirer l'attention auprès du gouvernement. Et ça peut faciliter des recherches. Hein. D'accord. Ben, nous, on est tout prêt à mettre aussi dans art et art. D'accord, très bien. On travaillera bien sûr par Internet, puisque nous sommes spécialistes de nouvelles Oui, technologies, oui. donc on travaillera dans ce domaine-là. Oui. Alors, je vous signale aussi, donc, pour le mécénat, donc, il y a une revue qui s'appelle Association Mode d'Emploi, qui a fait une fiche pratique mécénat, sponsoring, traitement juridique et financier, donc, que je vous signale. Et je vous remercie pour être venu ici. Alors, la revue, et c'est la dernière revue, hein, c'est la revue donc de janvier 2005.
Voilà. Et donc, je vous remercie. Si vous avez des éléments à nous faire, à nous communiquer, comme Madame, dans le cadre de l'économie de l'art, des archanges ou de l'art des billards, nous sommes bien sûr à votre disposition pour le passer dans les actes d'art et art. Je vous donne rendez-vous pour le 1er février 2005. Le sujet sera l'art de la voix, art et poésie. Il y aura peut-être, mais nous attendons confirmation aussi, non seulement la poésie, mais aussi de l'art lyrique. Et nous parlerons du printemps des poètes. Nous aurons comme invité, comme l'an dernier, le professeur Philippe Tancelin de l'Université de Paris 8 et le professeur Geneviève Clancy de l'Université de Paris 1 notamment. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et je remercie Bernard Bois pour sa venue. Au revoir et à très bientôt. Au revoir les amis internautes. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2005.